Et si, du jour au lendemain, un cœur invisible cessait de battre au sein de l'Empire? Fermez les yeux et imaginez la scène. Nous sommes en l'an 2024. Dans la grande salle du palais présidentiel de Ouagadougou, Ibrahim Traoré, le tout jeune président du Burkina Faso, s'adresse à la nation et au monde entier. Sa voix, habituellement posée, résonne d'une fermeté nouvelle. À partir de ce jour, déclare-t-il, toutes les mines d'or du Burkina Faso sont nationalisées. Ce métal précieux appartient désormais au peuple burkinabé. Il ne quittera plus nos terres pour enrichir la France. Pas d'ambiguïté, pas de compromis, pas de retour en arrière. L'annonce, aussi simple qu'un couperet, tombe comme la foudre sur l'ordre établi. En une phrase, les exportations d'or vers la France s'arrêtent net. Des milliards de chaînes d'approvisionnement internationales s'effondrent, projetant des ondes de choc de Paris à Johannesburg, de Londres à Pékin. Pour la France, ce n'est pas qu'une simple perte de matières premières. C'est une artère vitale, nourricière de puissance, qui se trouve tranchée sans préavis. Pour le Burkina Faso, ce geste est rien de moins qu'une révolution. Après des décennies, voire des siècles, de silence et de résignation, le pays brise le pacte tacite de dépendance et impose ses propres règles. C'est le signal d'une nouvelle ère, où la richesse nationale ne sera plus exportée sans que ses enfants en voient les bénéfices. Les mots de Traoré résonnent comme un cri de liberté et de dignité. Mais ce choix dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il pose une question vertigineuse. S'agit-il d'un acte de bravade isolé ou du premier pas vers la renaissance d'un continent tout entier? Si le pari réussit, l'Afrique pourrait enfin transformer sa malédiction des ressources en moteur de développement. Mais si la riposte est trop forte, la dépendance risque de se refermer comme un piège éternel. L'histoire est pleine d'exemples où un geste audacieux a bouleversé la donne. Pensez à la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956, qui a inspiré tout un continent à se libérer des chaînes coloniales. Car si rien ne change, l'Afrique restera prisonnière, condamnée à regarder ses trésors nourrir des empires lointains. Mais si la rupture s'affirme, chaque gramme d'or gardé devient une étincelle d'espoir, une promesse de souveraineté retrouvée. Le choix à venir est aussi radical que vital, et il n'existe pas de marche arrière possible. Comme le disait Patrice Lumumba, l'avenir de l'Afrique est entre les mains des Africains. Mais ce bouleversement ne se résume pas à un simple bras de fer diplomatique. Il menace de bouleverser tout un équilibre mondial et les réactions ne se font pas attendre. Dès les premières heures, les marchés de l'or s'affolent. Les traders européens et asiatiques spéculent sur une flambée des prix. Les agences de presse du monde entier relaient l'information, la qualifiant de séisme géopolitique. Depuis des décennies, l'Afrique nourrit l'Europe avec ses entrailles, pendant que ses propres enfants demeurent affamés. C'est le paradoxe tragique vécu par tant d'États africains. Posséder d'immenses richesses naturelles, mais voir la majorité de la population vivre dans la précarité. Prenons l'exemple du Ghana, deuxième producteur d'or d'Afrique. Malgré des exportations records, des millions de Ghanéens vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Ce contraste n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un système économique et politique pensé pour perpétuer l'inégalité. Dès la colonisation, la France a extrait l'or, le coton et 1000 autres richesses du Burkina Faso. Ces trésors filèrent vers Paris, engendrant confort, routes, banques, industries, bien loin des villages burkinabés. Ce n'était pas un hasard, c'était une stratégie, méticuleusement planifiée, gravée dans la pierre des institutions. Pendant des décennies, des contrats léonins garantissaient que l'essentiel de la valeur ajoutée quitte le pays sans jamais y revenir. Ce système n'est pas unique au Burkina Faso. On le retrouve en République démocratique du Congo avec le cuivre et le cobalt, au Nigeria avec le pétrole ou encore au Niger avec l'uranium. Partout, une même mécanique. Extraction, exportation, enrichissement ailleurs. À peine une fraction des profits de l'or restait au Burkina Faso. L'immense majorité traversait la Méditerranée, laissant au mieux quelques infrastructures, souvent construites pour les besoins de l'administration coloniale ou de l'élite locale. La supercherie était parfaite. Chaque jour, des convois repartaient et la pauvreté s'ancrait.
Sous la poussière dorée, des familles entières affrontèrent la faim et la précarité, pendant que leur propre fortune bâtissait l'avenir d'autres peuples. Cette injustice, criante, était habilement banalisée, presque effacée aux yeux du monde. Les médias occidentaux parlaient de coopération, de développement, masquant la réalité d'une extraction à sens unique. Dans l'ombre, un dispositif complexe, la Françafrique, tenait le pays en laisse, base militaire française, influence politique ininterrompue, contrats miniers inégaux. Même après l'indépendance, ce piège assurait que la plus grande part de la richesse s'évapore loin du Burkina Faso. De Gaulle n'avait-il pas dit en 1960 « L'indépendance, oui, mais dans la communauté ?» Derrière cette formule se cachait la perpétuation d'un système de dépendance. Avec un produit intérieur brut à peine supérieur à 20 milliards de dollars, le pays voyait son or se dissoudre. Impossible de transformer ce métal précieux en école, route ou soins pour sa propre population. L'argent manquait pour construire des infrastructures de base, moderniser l'agriculture, investir dans la santé ou l'éducation. Dans certains villages, il fallait parcourir plusieurs kilomètres à pied pour accéder à une école primaire ou un centre de santé rudimentaire. Tant que ce cercle vicieux subsiste, la prospérité des uns repose sur la stagnation des autres. Mais rompre cette chaîne, c'est ouvrir la voie à la reconquête. Un peuple peut alors reprendre son destin en main et redéfinir sa souveraineté. Regardez l'exemple du Chili avec la nationalisation du cuivre sous Salvador Allende en 1972. Malgré d'énormes difficultés, ce geste a permis au pays de reprendre la main sur ses ressources stratégiques et de poser les bases de son développement futur. Mais comment ce système s'est-il imposé avec autant de force et de durée ? Pour comprendre la rupture, il faut d'abord dévoiler les mécanismes de la domination. L'élite politique locale, souvent formée dans les universités occidentales, a entretenu des liens étroits avec les anciens maîtres coloniaux. Les multinationales étrangères, quant à elles, finançaient des projets de prestige, achetaient la paix sociale, tout en s'assurant le contrôle des filons d'or et des contrats d'exportation. Un homme de 34 ans ose aujourd'hui défier l'ordre établi. Ibrahim Traoré, enfant du pays, incarne une nouvelle génération prête à affronter l'histoire. En 2022, il surgit de l'ombre et, en quelques mois, bouleverse les règles du jeu au Burkina Faso. Sa jeunesse, son franc-parler et son ancrage dans la réalité du peuple font de lui une figure à la fois admirée et redoutée. Son premier acte choque le monde. Il nationalise les deux plus grandes mines du pays, jusque-là détenues par des multinationales étrangères. Plus question que la richesse de la terre burkinabé s'envole vers l'Europe. Désormais, la loi impose que l'État détienne au moins 15% des parts dans chaque projet minier d'envergure. Pour la première fois, le gouvernement n'est plus simple spectateur. Il devient propriétaire et décideur de ses propres ressources. Mais Traoré va plus loin. Il impose aux entreprises étrangères de former les travailleurs locaux. Cette exigence, inédite, bouleverse une tradition vieille de plusieurs décennies. Désormais, la compétence se transmet ici, sur la terre natale. Ingénieurs, géologues, techniciens, une nouvelle génération acquiert enfin le savoir-faire pour transformer l'or du sous-sol en avenir concret, chez elle. On se souvient par exemple de l'expérience botswanaise dans le diamant, où la formation locale a permis d'ériger une industrie de transformation et de créer des milliers d'emplois qualifiés. Ouagadougou vit une révolution silencieuse. Pour la première fois de l'histoire, une raffinerie nationale d'or ouvre ses portes. Fini l'exportation de l'or brut. Il est désormais raffiné sur place. Ce changement retient dans l'économie locale des centaines de millions de dollars qui, hier encore, disparaissaient à l'étranger. Ces fonds servent déjà à bâtir des écoles, des routes, des hôpitaux. Un cercle vertueux commence à transformer la vie quotidienne. Dans la ville de Kaya, par exemple, la construction d'un lycée flambant neuf a permis à plus de 1500 élèves de suivre des cours dans des conditions dignes. Derrière cette stratégie, un nouvel acteur prend forme. Sopa MAEB, la toute première holding minière publique du Burkina Faso. Sa mission ? Garantir la transparence, canaliser les profits vers le bien commun et briser les anciens réseaux opaques. Même les petits mineurs, longtemps invisibles,
entre dans la réforme grâce à la création d'une entreprise nationale des métaux précieux. Cette approche s'inspire du modèle norvégien, où la gestion des ressources pétrolières par l'État a permis d'accumuler un fonds souverain au bénéfice des générations futures. Enfin, une idée simple mais révolutionnaire, la création d'un fonds de réserve d'or. Ce coffre-fort national incarne l'espoir d'une indépendance monétaire, un rempart contre les crises et les pressions extérieures. Pour la première fois, le Burkina Faso rêve de forger sa propre monnaie à partir de son or. Imaginez un franc burkinabé, adossé à la richesse du sous-sol, capable de résister aux tempêtes financières internationales. L'histoire du franc CFA, longtemps sous le contrôle de la Banque de France, pèse comme une ombre sur la souveraineté monétaire de la région. Ce fonds pourrait être la première pierre d'une monnaie véritablement africaine. Mais chaque pas vers la souveraineté a un coût. Ce bouleversement déclenche la colère des anciennes puissances. À Paris, les menaces fusent, sanctions économiques, blocages diplomatiques, campagnes médiatiques visant à discréditer le nouveau régime. L'Afrique entière retient son souffle. Est-ce le début d'un bras de fer, ou la première secousse d'un domino qui pourrait libérer un continent tout entier? Mais cette rupture ne va pas sans résistance. Au cœur de la tempête, un choix s'impose. Reculer ou avancer, coûte que coûte. La pression est immense. Les partenaires traditionnels menacent de suspendre les aides, de boycotter l'or burkinabé, d'isoler le pays sur la scène internationale. Mais l'histoire montre que la détermination paie. Souvenez-vous du Venezuela, qui a rapatrié son or des coffres londoniens malgré des menaces de toutes parts. Cette audace a ouvert la voie à une réflexion globale sur la souveraineté des réserves nationales. Paris vacille, Moscou jubile, Pékin s'impatiente, l'Afrique retient son souffle. Dans les salons tendus de l'Élysée, la crise éclate. La France redoute de voir des centaines de millions d'euros s'évaporer chaque trimestre, comme de la poussière d'or. Mais la perte dépasse la finance. C'est un privilège vieux de plus de 60 ans qui s'effondre, celui qui a bâti la légende de la Franc-Afrique. Les débats font rage au Parlement. Certains réclament une politique de fermeté, d'autres avouent que le temps de l'hégémonie est révolu. Le prix de l'or s'envole. Pour la Banque de France, remplacer plus de 2400 tonnes d'or devient un casse-tête sans précédent. Une partie de cet or provenait discrètement des mines d'Afrique de l'Ouest. Il prend soudain les allures d'un trésor menacé. Dans la presse, Emmanuel Macron fait face à une accusation cinglante: perdre l'Afrique. Le modèle Franc-Afrique, déjà sur la sellette, se fissure en direct. Les éditorialistes comparent cette situation à la crise du pétrole en 1973, quand l'OPEP a imposé un embargo énergétique à l'Occident. Là où Paris recule, d'autres avancent. Moscou et Pékin flairent la faille et s'y engouffrent. Les Russes proposent des partenariats miniers, des transferts de savoir-faire, des accords d'achat d'or, mais cette fois, en respectant la souveraineté du Burkina Faso. Les Chinois, eux, promettent des investissements massifs. Routes, usines, transformations locales, là où autrefois ne régnaient que des contrats à sens unique. Dans les couloirs du Forum sur la coopération Chine-Afrique, des délégations burkinabées négocient désormais d'égal à égal avec les géants asiatiques. La dynamique s'inverse. Emmené par Ouagadougou, le Burkina Faso fonde l'Alliance du Sahel avec le Mali et le Niger. Ces pays, riches en ressources, s'inspirent du Botswana, négocier durement, maîtriser la chaîne de valeur, miser sur l'éducation, imposer la transparence. L'écho dépasse le Sahel. Au Ghana, au Zimbabwe, jusque dans certains États d'Asie et d'Amérique latine, la question surgit. Et si nous reprenions, nous aussi, le contrôle de nos richesses? L'exemple du Brésil, qui a développé sa propre industrie pétrolière avec Petrobras, inspire de nombreux leaders africains. Pour la première fois depuis les indépendances, des analystes parlent d'un nouveau nationalisme des ressources. L'Afrique ne subit plus. Elle propose, négocie, impose ses conditions. Le risque subsiste. Échanger un maître pour un autre. Mais la différence est cruciale. Désormais, l'Afrique a le choix, un rapport de force inédit, la capacité de fixer ses règles. Il s'agit d'un tournant comparable à celui de l'Asie du Sud-Est dans les années 90, quand les dragons coréens, taïwanais et malaisiens
ont imposé leurs propres modèles économiques. La carte géopolitique mondiale se brouille. Un simple décret venu d'un pays longtemps relégué aux marges envoie des ondes de choc jusqu'aux capitales occidentales. Mais derrière les portes closes des chancelleries, une question demeure. Cela changera-t-il vraiment la vie quotidienne des Burkinabés et de leurs voisins? La révolution institutionnelle est lancée, mais pour la population, tout reste à prouver. Les espoirs sont immenses, les risques aussi. Dans les rues de Ouagadougou, les discussions vont bon train. Est-ce que l'argent de l'or profitera vraiment au peuple? S'interrogent les vendeurs de rue, les enseignants, les agriculteurs. Les souvenirs de promesses non tenues sont encore frais dans les mémoires. Derrière chaque lingot d'or, une école s'élève, un hôpital s'équipe, une vie se transforme. Désormais, le Burkina Faso ne se contente plus d'exporter son or. Il en fait la clé d'un développement tangible. Dans la poussière rouge, au rythme patient des ouvriers, une révolution discrète s'ancre, loin des projecteurs. À Bobo-Dioulasso, un centre de soins flambant neuf accueille chaque jour des centaines de patients, financés directement par les recettes minières. En gardant son or, le pays a fait bien plus qu'un geste symbolique. Il a initié la conversion directe de sa richesse minière en infrastructures durables. Autrefois, chaque tonne d'or partait vers Paris ou Londres. Aujourd'hui, elle sert à bâtir des centaines de salles de classe, à équiper des hôpitaux, à irriguer les campagnes. Imaginez, une seule cargaison bouleverse le quotidien de milliers d'enfants, d'enseignants, de familles entières. À Waïgouya, l'installation de panneaux solaires alimente désormais des écoles et des cliniques, réduisant la dépendance aux générateurs diesel coûteux. Ce sont des routes asphaltées, qui relient enfin des villages oubliés. Ce sont des réseaux électriques qui serpentent, des puits qui jaillissent, des écoles qui ouvrent leurs portes à une jeunesse longtemps sacrifiée. L'eau potable arrive, l'alphabétisation progresse, la lumière perce la nuit pour la première fois dans certains foyers. Une étude de la Banque mondiale révèle que, depuis la réforme, le taux de scolarisation a augmenté de 10% dans certaines provinces. La jeunesse burkinabé regarde désormais Ibrahim Traoré comme un symbole. Il n'est pas qu'un président. Il incarne la fierté retrouvée, l'audace de décider pour soi-même, la rupture avec l'habitude de tout attendre de l'étranger. Il prouve que l'avenir peut se bâtir ici, sur cette terre rouge. Des festivals, des œuvres d'art, des chansons célèbrent désormais cette renaissance nationale. Mais ce pari reste fragile. Les marchés de l'or sont capricieux. Les prix peuvent bondir ou chuter en quelques semaines. Les pressions extérieures s'accentuent, diplomaties agressives, mesures de rétorsion, menaces voilées. À l'intérieur, la corruption rôde, tapis dans l'ombre, détournements, élites cupides, clientélisme risque de tout faire chavirer si la vigilance faiblit. L'exemple du Venezuela, où la manne pétrolière s'est parfois dissoute dans les réseaux de corruption, rappelle le danger. La réussite dépendra de la capacité des institutions à rester transparentes et proches du peuple. Seul un État rigoureux, surveillé par ses citoyens, garantira que l'or serve la communauté, et non des intérêts privés. Les regards sont tournés vers Ouagadougou. La tentation de l'ancien monde guette à chaque détour. La société civile, les ONG, les médias indépendants ont un rôle crucial à jouer pour dénoncer les abus et exiger des comptes. Car la véritable révolution dorée ne se réduit pas à la nationalisation. Elle se mesure dans la vie quotidienne, dans la dignité rendue à ceux qui, pour la première fois, voient leur sol leur offrir un avenir. Si le Burkina Faso triomphe, il deviendra un phare pour tout un continent. Mais si les vieux schémas reprennent le dessus, cette chance unique s'évanouira, et une génération entière pourrait voir ses espoirs trahis. L'histoire récente de la Guinée, où la réforme minière s'est heurtée à de puissants intérêts privés, montre la difficulté du chemin. Laisser filer cette opportunité serait un drame. Saisir l'instant, c'est prouver que l'Afrique peut écrire sa propre histoire, sur ses propres terres, avec ses propres mains. Cette conviction résonne dans les discours de jeunes leaders africains, de Dakar à Addis Abeba, qui voient dans l'exemple burkinabé la preuve que le changement est possible. Mais cette révolution, si elle survit aux tempêtes, peut tout changer. Un précédent est en train de naître,
scruté avec espoir et méfiance par tout le continent. Au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, dans la diaspora africaine, les débats s'enflamment. Et si nous reprenions, nous aussi, le contrôle de nos richesses? Le véritable changement surgit lorsque la richesse nourrit enfin ceux qui l'ont produite. Aujourd'hui, le geste du Burkina Faso dépasse la simple décision économique. C'est un cri de dignité, un appel vibrant à toute l'Afrique. En nationalisant son or, le pays ne signe pas seulement un acte d'indépendance, il rompt une chaîne vieille de plusieurs siècles, celle qui a laissé l'Afrique riche sous terre et pauvre en surface. Désormais, l'enjeu n'est plus une histoire de chiffres ni de lingots. Il s'agit de la possibilité, pour des millions de Burkinabés et, au-delà, pour des centaines de millions d'Africains, de reprendre le pouvoir sur leur propre destin. Des générations entières ont vu filer sous leurs pieds une fortune dont ils n'avaient que les miettes. Une étude de l'Union africaine estime que, chaque année, plus de 100 milliards de dollars de richesses minières quittent le continent sans réelle contrepartie. Qu'un pays dont le produit intérieur brut dépasse à peine 20 milliards ose défier l'ordre établi, c'est bien plus qu'une renégociation de contrats ou la reprise de quelques mines. C'est le début d'une reconquête collective, celle de la souveraineté, de l'espoir, du droit de transformer l'or en école, en route, en hôpitaux, en emplois. Les économistes parlent d'un « effet domino ». Si le Burkina Faso réussit, d'autres suivront. Mais ce choix est aussi un saut dans l'inconnu. Les forces contraires sont puissantes, organisées, prêtes à tout pour défendre le statu quo qui les a tant enrichis. Si le Burkina Faso vacille, la tentation sera grande, ailleurs, de reculer, de laisser tomber les rêves et de retourner à l'ancien monde. Le spectre de l'instabilité politique, de la déstabilisation économique et des manipulations étrangères plane sur le processus. Car l'enjeu n'est plus seulement économique. Il devient moral, humain, existentiel. Il touche à la dignité d'un peuple qui refuse d'être à jamais spectateur de sa propre richesse. Il concerne un continent qui s'élève pour dire que son or, son pétrole, son uranium ne serviront plus à bâtir d'autres capitales alors que ses propres enfants manquent du nécessaire. Le combat pour la justice économique rejoint celui pour la justice sociale, la démocratie et la paix. Le geste du Burkina Faso lance une question brûlante à toute l'Afrique. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que nos ressources profitent enfin à nos peuples? Peut-être la véritable révolution n'a-t-elle jamais été dans la rue ou dans les urnes, mais dans la maîtrise de nos mines, la formation de nos ingénieurs, la transformation locale, la capacité à imposer nos règles sur nos terres. L'exemple du Rwanda, qui a misé sur la formation et la valeur ajoutée dans l'agro-industrie, montre qu'un autre modèle est possible. C'est un appel à la vigilance et à l'unité. Car seul, aucun pays ne résiste longtemps aux pressions extérieures. Ensemble, l'Afrique peut bâtir un nouveau modèle, fondé sur le partage, l'apprentissage, l'échange, sur le refus de voir s'enfuir nos richesses et notre avenir entre d'autres mains. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et même la société civile panafricaine ont un rôle à jouer dans cette transformation. L'histoire jugera ce moment, non pas sur des discours, mais sur des actes. Saurons-nous transformer le courage du Burkina Faso en élan collectif? Écrirons-nous la suite comme victimes ou comme acteurs de notre destin? Les années à venir seront décisives. Chaque choix, chaque réforme, chaque investissement comptera. Aujourd'hui, l'Afrique regarde l'avenir avec détermination, décidée à faire de ses ressources le socle d'un développement digne. À chacun de choisir, par la réflexion et l'action, si ce moment sera une exception ou le début d'une renaissance africaine. L'opportunité est là, unique, précieuse, fragile. Reste à savoir si le continent saura la saisir pour écrire enfin son propre destin, à la lumière de son or, de son courage et de sa volonté